On va parler de sexualité, de planning familial face au poids des traditions et aussi à une problématique que nous connaissons très bien au Maroc, mais aussi dans les autres pays du Maghreb et dont on va parler à travers les expériences qui est le cas des mères célibataires. Voilà, je suis aussi en très bonne compagnie. Il y a les présentations, on va dire, officielles là durant les tables rondes. Il y a aussi les coulisses. J'ai eu la chance de voir ces dames, ces intervenantes échanger avec passion autour de questions qui nous concernent dans le sens où nous avons remarqué beaucoup de similitudes entre nos trois pays et des expériences parfois différentes. Avec des politiques socio-culturelles et sociopolitiques en tout cas qui ont été menées de manière différente dans ces trois pays, donc il y a forcément des choses à apprendre les uns des autres. Pour ce qui est de la sexualité, pardon, c'est un sujet qui est encore difficile, qui est un sujet complètement naturel et qui reste tabou. Même si on l'aborde de plus en plus, quand je dis tabou, c'est qu'il s'accompagne surtout de controverses. Il n'est toujours pas aisé, malheureusement, d'en parler de manière, comment dire, complètement voilà, franche et détendue, avec l'esprit ouvert. Heureusement, face au poids des traditions, des non-dits, mais aussi des lacunes en termes d'éducation sexuelle, face aux jugements parfois très lourds qui sont portés sur des personnes dans nos sociétés. Je pense notamment aux grossesses hors mariage. Il y a heureusement, fort heureusement, des voix qui s'élèvent et qui s'impliquent pour servir la cause non seulement des femmes, mais je dirais de la société de manière plus générale, parce qu'avec les femmes, il y a les enfants, et avec les enfants, voilà, nous sommes tous concernés. Alors parmi nous aujourd'hui, nous avons de Tunisie, Sonia Bencher, qui est présidente directrice générale de l'Office national de la famille et de la population. Voilà, j'ai pas fait forcément dans l'ordre, mais c'est voilà, avec un grand sourire. Donc Sonia Bencher. À sa droite, Nadia Aitzai, qui pour porter ce sujet utilise des outils juridiques. Elle est avocate, enseignante à la faculté de droit d'Alger et elle dirige le Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme, le CIDEF. À ma droite, sa compatriote, Daïfa, qui elle, plutôt que les mots, a choisi d'utiliser le dessin de presse. Comme on dit souvent, une image vaut parfois 1000 discours, donc c'est quelque chose qu'elle a abordé très tôt. Elle a été pionnière en Algérie en abordant, dès les années 90, peut-être la première à avoir utilisé le dessin de presse pour parler de choses difficiles, aborder des sujets comme l'environnement, les droits de l'homme, et parmi les droits de l'homme, les droits de la femme. À ses côtés, ma compatriote, Soumaya Nomen-Ksous, qui fait un travail remarquable au Maroc autour de nombreuses questions qui touchent à la sexualité, et notamment aux mères célibataires. Les mères célibataires, c'est un sujet aussi que connaît Katerina Okio, qui en Tunisie a lancé, voilà, c'est très lourd comme sujet évidemment, mais il y a aussi des très belles choses qui se passent et Katerina a lancé une très belle aventure avec une marque qui s'appelle Simi, une marque qui est éco-responsable et citoyenne et qui fait participer des mères célibataires tunisiennes à produire des bijoux. C'est des pièces d'ailleurs que vous retrouverez à l'issue de la table ronde, si vous voulez les acquérir, prendre un peu d'avance sur les cadeaux de Noël. Voilà, on ne s'y prend jamais trop tôt. Et faire une bonne action. Et je voudrais peut-être commencer par donner la parole à Daïfa, à côté de moi, qui va se présenter son parcours et nous dire comment à travers ses dessins, elle a capté et su traduire en fait les spécificités de la société et les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes. Merci.
Effectivement, moi je parle de la sexualité, de la contraception, de certains sujets tabous comme la virginité à travers mes dessins. Comme vous dites, parfois un dessin est plus percutant qu'une phrase. On me pose souvent la question de savoir comment je suis arrivée au dessin. Dessin d'humour, un humour un peu noir, un humour engagé. Et c'est vrai que la plupart de mes dessins abordent la condition féminine. J'ai d'ailleurs publié plusieurs ouvrages sur ce thème-là. Donc, j'ai préféré noter, excusez-moi, parce que comme c'est le ramadan, mes batteries sont un peu à plat, donc... Bien. Voilà. Alors, je suis originaire d'El Golea. C'est une oasis située dans le sud algérien, Mnéa et Pakoléa. Donc, dès que j'ai pu me tenir debout, j'ai commencé à noircir les murs de la maison avec des bouts de charbon. Mes talents artistiques n'étaient pas du tout appréciés par mon entourage, comme vous pouvez le deviner. Ce n'était pas là ce qu'on attendait d'une petite fille destinée à devenir une future femme au foyer. D'ailleurs, ma mère se désespérait d'avoir une fille lunatique qui ne s'intéressait à rien de ce qui intéressait les fillettes de son âge. Elle était tout le temps sur mon dos, m'accablant de reproches qui, disait-elle, tombaient dans une oreille sans fond. Certains, pensant me faire peur, me menaçaient de brûler en enfer, car selon eux, le dessin était prohibé par la religion. Mais rien n'y faisait, je continuais à dessiner en me cachant. À l'école, la maîtresse se désolait car mes cahiers étaient plus souvent remplis de gribouillages que d'exercices effectués. J'écopais sans arrêt de punitions. Je devais parfois remplir plusieurs pages de phrases du genre « je ne dois pas salir mes cahiers ». En général, je m'exécutais consciencieusement de ces tâches, tout en trouvant le moyen en cours de route de dévier et de transformer cette punition en gribouillage personnel. À force de me faire gronder et punir, j'ai fini par délaisser les cahiers et je me rabattis sur mes bras, mes cuisses qui se recouvrirent de tatouages éphémères. Bon, à la longue, toutes ces pressions conjuguées ont eu raison de mes velléités artistiques. J'ai fini par emprunter la seule voie vers laquelle on me poussait et de m'intéresser au domaine réservé à ma future condition de femme au foyer. À l'époque, toute fille de bonne famille devait maîtriser les travaux de couture et de broderie, de tissage, si elle voulait s'établir et devenir une bonne maîtresse de maison. L'exercice de la broderie et du tissage m'offrirent la possibilité de continuer à utiliser des formes et des couleurs. Comme on dit dans la vie, il y a toujours moyen de contourner les choses pour atteindre ses objectifs par des chemins détournés. Ne dit-on pas que les chemins qui mènent à Rome sont multiples ? Un mari, on a fini par m'en trouver un, mais il faut croire que dès cette époque, j'avais des idées de rébellion qui ne plaisaient ni à mon conjoint ni à ma belle famille. Après notre séparation, j'ai trouvé un emploi d'institutrice et l'envie de dessiner est bien vite revenue avec les cours de dessin que je donnais à mes élèves. Un jour, alors que je feuilletais un journal, j'ai découvert les dessins de celui que je considère comme l'un des plus grands dessinateurs arabes. J'ai nommé le dessinateur libyen Zouaoui. C'est un très grand dessinateur qui est pratiquement oublié. Hier soir, j'ai pu discuter avec la dame libyenne. Elle m'a dit que sa fille avait repris le crayon à la place de son père. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc ce dessinateur faisait exactement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire dénoncer les travers de la société où j'avais grandi. Quelque temps après, j'entendis parler pour la première fois de la journée de la femme que l'on célébrait partout à travers le monde. Je m'empressais d'aller annoncer la bonne nouvelle aux femmes de mon entourage. Je vous raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Alors, tu veux dire, s'étonnèrent-elles qu'à l'étranger, on a pensé à nous les femmes ? Il ne faut pas oublier que c'est une petite ville du sud, hein. On n'est pas au nord qui est plus évolué. C'est vraiment le sud qui est plus africanisé que le nord qui est plus ou moins occidentalisé. Donc tu veux dire, donc m'ont-elles demandé qu'à l'étranger on a pensé à nous les femmes ? J'ai dit mais oui. Est-ce que lors de cette journée on fera ce qu'on voudra ? J'ai dit c'est notre fête. On pourra enlever nos voiles et marcher nus tête dans la rue ? J'ai dit non. Ce n'est pas l'objectif. On pourra, si on veut, danser et chanter à l'intérieur de la mosquée ? J'ai dit, je ne crois pas. Ce sera une journée rien qu'à nous, sans mari à supporter et sans enfants à torcher. Non plus.
Peut-être qu'on aura droit à des cadeaux alors? Non. Alors en quoi cette journée nous concerne-t-elle? Et j'ai fait un dessin à la suite de ça. Effectivement, une dame au foyer, son mari lui souhaite bonne chance, bonne fête, et elle demande en quoi cette journée me concerne. Ceci dit, je retourne souvent en Algérie et j'ai remarqué, je ne sais pas si Nadia va m'approuver ou me contredire, au sud du pays, la journée du 8 mars est devenue une journée féministe à 100%. C'est-à-dire que les femmes ne travaillent pas l'après-midi, toutes reçoivent des cadeaux comme lors de la Saint-Valentin, qui n'existe pas au sud. C'est devenu une fête nationale pour les femmes. Donc, certaines de ces femmes rapportèrent l'affaire à leur mari. Ces derniers accoururent ventre à terre, l'air furibond, la moustache frétillante d'indignation, pour se plaindre à mon père. Moi, sa fille, je cherchais à semer la zizanie au sein de foyers respectables. Mais la question qui taraudait ces messieurs, c'était qui étaient ces gens de l'étranger, forcément des hommes lubriques, qui s'intéressaient à leurs épouses. Pendant plusieurs jours, on ne parla que de ça. Il n'y avait pas beaucoup de sujets de conversation. De toute façon, c'était une petite ville. Les rumeurs les plus folles couraient sur mon compte. On m'accusait de bafouer l'honneur des familles et certains allèrent jusqu'à prétendre que j'organisais des échanges discrets entre des femmes mariées et des étrangers. L'affaire prit une telle ampleur que je fus convoquée au commissariat de la ville. Je m'y rendis voilée entièrement, puisque je portais le voile, en tremblant de tous mes membres. Imaginez la scène, moi entièrement voilée sous mon cambouz. Alors le cambouz, c'est ce voile qui ne laisse apparaître qu'un petit œil. Au sud du pays, les femmes se voilent différemment du nord, parce qu'au nord, les femmes, on voit le voile d'avant. Elle porte une voilette qui cache le nez, mais les deux yeux sont apparents. Au sud, on ne voit qu'un petit œil. Et donc, j'ai fait plusieurs dessins sur ce sujet que vous verrez tout à l'heure, qui sont consignés ici. Des dessins humoristiques. On en voit certains. Voilà. Le temps passe. Je vais bientôt finir. Alors, oui, comment je suis arrivée au dessin? Donc, lors de la journée du 8 mars, j'ai décidé d'exposer mes dessins. Donc, ce commissaire qui m'avait sermonné m'a dit « Madame, nous ne vous attendons pas pour honorer nos femmes, c'est-à-dire les anciennes combattantes, les mères soumises, les filles obéissantes. D'accord? Nous allons organiser quelque chose. Allez voir avec la responsable de l'Union nationale des femmes algériennes. » Je ne savais même pas qu'il existait, que cette structure existait. Je suis allée voir la responsable, j'entre, c'était la première fois que j'entrais, et je trouve une assemblée de vieilles dames. En fait, l'UNFA, comme on l'appelait, qui existe toujours, c'était un endroit où se retrouvaient des dames d'un certain âge pour papoter et boire du thé à la menthe. La responsable m'accueille, elle me dit oui, nous avons tout un programme. C'est quoi le programme? Elle m'a dit je vais faire une exposition et inviter les notables de la ville. Je dis d'accord, mais les femmes, elles auront quoi? Ah, les femmes, je vais appeler une gynécologue pour leur parler des méthodes de contraception. Très bien. J'ai demandé est-ce que je peux agrémenter l'exposition avec quelques dessins? Elle me dit, mais on a tout ce qu'il faut, venez voir. Donc elle m'emmène dans une salle, il y avait quelques brassières, quelques chaussons dispersés sur une table poussiéreuse. J'ai dit, d'accord, je vais exposer mes dessins ici. Je rentre chez moi vite fait, je fais quelques dessins sur les femmes voilées, puisque ça me concernait directement. Je les expose et j'attends la venue de ces notables. Donc ils arrivent, imaginez la salle, moi debout dans mon voile avec mon petit œil qui regardait, une momie, et les hommes qui viennent. Donc ils regardent les brassières, ils leur jettent un regard et ils vont vers le panneau. Je m'attendais à des commentaires, mais ils se regardent, ils chuchotent entre eux et ils se tournent vers la présidente. Qui a fait ça? Elle leur dit là, elle est là. Alors on m'appelle. Pourquoi vous vous attaquez à nos traditions? Quelle tradition? Vous n'avez pas le droit, donc vous n'avez pas le droit de toucher aux sacro-saintes traditions.
Moi, j'étais stupéfaite parce que je ne pensais pas qu'ils allaient se sentir visés. C'était moi. Moi, j'étais concernée, mais pas eux. Le commissaire était furieux contre moi. Il m'a dit, Madame, cette affaire risque d'avoir de grosses répercussions. J'ai été terrorisée. Dès qu'ils sont sortis, la responsable est venue me trouver. Elle m'a dit, dégagez, je ne veux plus vous voir. Vous m'avez trahi, vous m'avez trompée. Bon, je sors de là plus morte que vive. Et l'après-midi, je me suis dit, il va y avoir il y avait la rencontre en fait sur la contraception. Donc je viens voiler, je me mêle au public qui se composait de femmes d'un certain âge ayant dépassé depuis longtemps l'âge de procréer, et j'écoute. Et là je les entends dire, vous savez pas, une telle, c'est-à-dire moi, s'est montrée toute nue ce matin devant les notables de la ville. Ça ne faisait même pas 2 heures que ça s'était passé. Alors je me penche vers la femme et je lui dis, vous savez les dessins qu'elle a montrés, elle va les montrer à l'école cet après-midi. J'étais certaine que le téléphone arabe allait fonctionner. C'est ce qui s'est passé. Je suis allée à l'école, j'ai vu avec mon directeur qui n'était au courant de rien, j'ai demandé la permission d'exposer les dessins. Très vite, les femmes ont commencé à venir par petits groupes. Et la surprise, elles se sont esclaffées, elles se sont reconnues dans ça, elles étaient pliées de rire. Elles ont dit, c'est exactement ce que nous vivons. Dieu nous a accordé 2 yeux, les hommes nous en ont privé d'un. C'est nous qui ressentons ça. Et ça, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. J'arrête là parce que je suis bavarde et si je continue, ça va aller trop vite. Alors, je voulais en profiter pour rebondir sur ce témoignage, pour donner la parole à Nadia Aïdzaï, parce qu'on a une photo quelque part d'une société très traditionnaliste. J'aimerais savoir, avoir une autre photo, voir quelle évolution et savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, toujours en Algérie. Quels sont les outils qui sont donnés aux femmes pour maîtriser leur sexualité et la contraception. Merci Aïda. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est face à une société traditionnelle, mais je crois que la société algérienne, comme toutes les sociétés du Maghreb, sont en effervescence, puisqu'elles essayent d'allier à la fois la modernité et la tradition, et pourquoi pas aller vers la modernité. Mais moi je dis les politiques doivent aussi accompagner la modernité parce que c'est vrai que Dalila l'a dit tout à l'heure, ayant vécu les 10 années de violence, nous avons en fait vécu sur ces 2 sociétés. Elles se sont neutralisées et aucune d'entre elles n'a pu prendre le dessus. Mais toujours est-il que nous avons une société civile très dynamique qui essaye de tirer vers l'avant, mais encore une fois, je le dis, le politique doit suivre la dynamique posée par la société et particulièrement par les réseaux sociaux et par l'expression des jeunes, des femmes. Alors, ce qui me permet aujourd'hui de, toujours dans cette ambivalence tradition-modernité, d'essayer de vous parler de cette contraception, de cette liberté sexuelle ou de cette sexualité. La contraception suppose-t-elle une liberté sexuelle? Parce qu'en fait, la contraception est une méthode qui permet aux femmes de disposer de leur propre corps. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans nos sociétés. Les femmes ne vous diront pas « je vais disposer de mon propre corps ». Tout à fait difficile de le dire, de le faire, c'est autre chose. Donc difficile, et c'est une question quand même qui se pose dans cette société qu'est la nôtre. Maintenant, je parle de l'Algérie. Il y a eu quelques progrès, mais ça ne veut pas dire que c'est acquis. Quand l'Algérie a pensé la contraception, elle l'a pensé dès les années 60 en termes d'espacement des naissances. Donc, et pour faire admettre le planning familial, il a fallu une fatwa. Donc, n'oubliez pas, nous sommes dans des pays musulmans et que donc le religieux va essayer de servir
disons, d'excuse, non, mais de permission à aller vers la contraception. Donc, il y a eu une fatwa qui a permis donc à la création du planning familial et de la prise de la contraception. Et l'espacement des naissances a été reconnu comme un droit au couple. Mais le problème, il y a eu un débat qui s'est fait. Est-ce que la femme peut prendre librement dans le couple la pilule sans l'accord du mari? N'oubliez pas, dans nos sociétés, ça ne se passe pas sans l'accord du mari. Et c'est ce qui a fait donc que le débat n'a pas été plus loin que la question posée. Et les femmes, beaucoup de femmes, ont quand même pris la pilule en cachette de leur mari dans le couple. Et vous verrez, vous allez essayer de suivre un peu mon raisonnement, donc en cachette. Ce qui a permis aux législateurs algériens de rester dans cette obligation accordée au couple de penser à deux l'espacement des naissances. C'est dans le code de la famille, le couple a pour obligation donc de discuter, de se mettre d'accord sur l'espacement des naissances. C'est resté un vœu pieux puisque ça reste toujours un principe posé et nous allons le voir un peu dans les politiques que l'Algérie a mis en place. Mais l'Algérie, en mettant en place cet espacement des naissances, a toujours dit que la meilleure pilule, c'était le développement. C'est vrai qu'il fallait que la société se développe, que l'on reprenne l'accès à l'éducation, à la santé, à un certain nombre de droits. N'oubliez pas que nous étions donc post-indépendance. Ces politiques devaient être mises en place. Elles ont été mises en place en 1983. C'est le premier programme de maîtrise de la croissance démographique qui a été mis en place par le politique, mais il n'a été mis en œuvre qu'en 89. Donc 83, on décide de la politique de réduction donc ou de la maîtrise de la croissance démographique, et c'est en 89 que ce programme de limitation des naissances a été mis en œuvre. En fait, la contraception mise en œuvre par le politique n'a pas été conçue au départ comme réellement limiter la démographie. Ce n'est que vers les années 89 qu'on a pensé à cela. Donc, à l'indépendance, on avait quand même un indice de fécondité qui était le plus élevé du Maghreb, je suppose. Il était à 4 et quelques. En 90, il est descendu à 2001 à la faveur de ce plan ou de ce programme, donc de cette diminution de la démographie. Mais en ce moment, on se rend compte que cet indice de la fécondité est remonté. Il est remonté donc à 3,1 en 2015. Alors, c'est pour ça que moi, je me pose la question de savoir, est-ce que la politique des mesures contraceptives et l'espacement des naissances a échoué, ou alors cela répond-il à d'autres raisons? Y a-t-il d'autres raisons qui font que la prise de la contraception devient beaucoup plus difficile et les conditions socio-économiques aujourd'hui dans le pays font qu'effectivement le problème se pose? Je peux donner quelques chiffres quand même sur la situation actuelle de la contraception. Il y a les enquêtes de Mix 3 et Mix 4. Mix 3, 62% de femmes répondaient au programme de la contraception en 2006. En 2012, à l'enquête de 2012, elles sont à 57%. Et elles sont 47% à prendre les moyens de contraception modernes. Donc ça a diminué. La prise de contraception a diminué entre 2006 et 2015. Bon, je vais vous passer sur les méthodes modernes, traditionnelles, et ça, on pourra revenir dessus. Mais je peux vous dire aussi que le préservatif masculin n'est utilisé que dans 1,9% des cas. Et dans le Sud, la contraception est moins utilisée
et notamment la contraception moderne, que dans le Nord ou au niveau national. Alors, je vais quand même vous donner les raisons. Pourquoi? Parce que je me posais la question de savoir pourquoi cet écart, pourquoi avoir diminué dans la... Oui. Je voudrais bien alors connaître les raisons, mais peut-être aussi les éclairer par votre expérience au sein du CIDEF. C'est ça, c'est ça. Alors, les raisons, c'est que il y a eu donc les causes, elles vont être recherchées dans le recul de l'activité du planning familial, puisqu'il a été inséré dans les PMI, dans la protection maternelle infantile. Et donc, les services qui sont de 3300 sur le centre, sur toute l'Algérie, ne fait plus dans le planning familial. Il s'occupe beaucoup plus de la femme mariée dès sa grossesse jusqu'à la vaccination de l'enfant. Donc, il y a un recul par rapport à la prise en charge en matière de moyens contraceptifs. Ensuite, les contraceptifs qui étaient distribués gratuitement diminuent dans les PMI et parfois n'existent pas, mais ils sont vendus en pharmacie et donc ne peuvent être remboursés dans l'achat de ces contraceptifs que celles qui ont une ordonnance et remboursés à 100% donc aux assurés sociaux, et vous comprendrez que les femmes pauvres ne peuvent pas accéder. Donc ça nous fait déjà une deuxième raison donc, dans la baisse de la prise de la contraception. Et puis ensuite, il y a la sensibilisation que l'on croyait exister, en fait, n'existe plus. Sensibiliser les couples, les femmes sur la prise de la contraception. Et aussi le retour aux valeurs traditionnelles et à tout le travail que font les islamistes dans la société. Mais il ne faut pas avoir peur de parler du travail que font les islamistes et de l'islamisation de la société. Parce qu'effectivement, si on a pu combattre le terrorisme, on n'a pas combattu assez l'idéologie islamiste qui est en train de ramper dans les sociétés du Maghreb et particulièrement de l'Algérie. Alors en plus, la contraception ne s'adresse qu'aux femmes mariées. Les mères célibataires ou les femmes célibataires n'ont pas pratiquement droit à cette contraception. Elles peuvent aller dans les PMI, mais souvent elles vont rencontrer des obstacles, livrets de famille. Je vous donne un exemple. Une sage-femme elle a prescrit la pilule à une jeune fille. Eh bien, au remboursement, le préposé donc de la CNAS a dit à la mère: mais comment ta fille n'est pas mariée et prend la pilule? Je ne rembourse pas. Donc il a fallu que la sage-femme vienne et discute un peu avec ce monsieur-là. Alors, et je vais terminer par là pour ne pas aussi... Donc, les raisons du recul de la contraception. Donc, il n'y a que les femmes mariées qui apparaissent dans les enquêtes. Et je suppose que les célibataires sont aussi enquêtés, mais dans les résultats, ça n'apparaît pas. Donc il y a cela aussi. C'est pour ça qu'il y a peut-être des difficultés pour nous aujourd'hui à voir quel est l'état des lieux des femmes célibataires par rapport à la contraception dans nos pays. Je dis encore une chose, ça ne veut pas dire qu'elles n'en prennent pas. Elles en prennent, mais elles utilisent donc de détours pour l'avoir. Ensuite, la contraception n'est pas synonyme de maîtrise de son corps, encore moins de liberté sexuelle. Alors, pour entrer un peu dans cette sexualité, dans nos sociétés très rapidement, le problème de la sexualité était réglé par le mariage précoce. Or, aujourd'hui, l'âge au mariage est à 29 ans pour la femme, 31 ans pour l'homme. Donc, il y a une activité sexuelle qui doit s'exercer, et elle s'exerce parfois, je mets entre guillemets,
illégalité parce que la société réprouve, parce que la tradition réprouve, parce que le conservatisme réprouve, et donc ça donne lieu à une sexualité donc débridée, faite en cachette, et ensuite qui donne naissance aux mères célibataires parce qu'elles n'ont pas accès à la pilule, ou parce qu'on leur refuse la pilule, ou parce qu'elles ne savent pas comment aller vers cette contraception. Et donc, elles abandonnent leur enfant, puisqu'on a hérité de la législation française, abandon sous X, adoption, kafala. Mais quand je dis que islamisme et conservatisme, et je vais terminer par là, islamisme et conservatisme vont de pair, en ce sens que nous avons des arrêts de la Cour suprême qui, tout en rappelant l'application de la loi, font quand même un clin d'œil à la tradition concernant le test de virginité, par exemple. Il ne faut pas oublier que dans nos sociétés, ce test de virginité n'est pas légal, n'est pas une condition dans la conclusion du contrat de mariage, mais vous avez certaines régions d'Algérie où le test est fait entre familles. La fille vient avec un test de virginité et on avait saisi le ministère de la Solidarité pour que ce test ne soit pas demandé aux filles, parce que pendant le terrorisme, certaines mairies avaient demandé le certificat de virginité. Donc il a fallu qu'on rappelle la loi, et la Cour suprême vient nous dire si ce n'est pas inclus dans le contrat de mariage, c'est illégal. Donc, à contrario, on peut penser qu'un contrat de mariage dans lequel le futur époux demande à ce que la femme soit vierge, ce serait considéré comme une condition d'un mariage non rempli, et cela donnerait donc lieu à des dommages et intérêts dont aurait droit l'homme, l'époux. Donc voilà un peu ces tabous dans lesquels nous sommes, mais toujours avec ce lien entre les conservateurs et les islamistes. Les modernistes se perdent un peu dans ce combat-là, puisque après, très souvent, on nous oppose aux islamistes, et les conservateurs donc gagnent la bataille, ce qui n'est pas toujours évident pour nous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, pour clore ce premier axe de cette table ronde, j'aimerais donner la parole à Sonia Bencher pour revenir peut-être sur les similitudes ou les différences en Tunisie, et ouvrir ce débat en nous narrant quels outils diplomatiques avec la coopération internationale sont utilisés aujourd'hui pour exporter, voilà, je cherchais le mot, pour exporter le modèle tunisien. Merci. Et je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui, et je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir associé à ce débat très riche. L'expérience tunisienne dans le domaine de la planification est tout à fait autre que ce que vous venez de relater. Et moi, je pense que l'institutionnalisation est une condition obligatoire pour pouvoir parler d'une vraie planification familiale. Donc, permettez-moi de vous parler de l'expérience tunisienne en la matière. Donc, je reviens pour dire que mon intervention aujourd'hui, elle portera sur la politique tunisienne de la population et le programme national de la santé et de la reproduction, anciennement appelé planification familiale ou planning familial. Il a démarré officiellement en 1966, et l'initiateur n'est autre que le père de la nation, Feu Habib Bourguiba. Alors, ce leader qui, en 1956, au fait, année de l'indépendance de la Tunisie, alors que la population s'attendait à des réformes économiques, agraires, il a vite compris que miser sur la santé, sur l'éducation était peut-être la solution pour le pays. Donc, depuis l'indépendance, il a compris que mettre en place un programme national dans le domaine de la planification familiale était la solution. Donc, ce programme-là, il a commencé en 1966,
parce qu'on avait des indicateurs qui étaient alarmants. Un indice synthétique, juste, je vais aborder les indicateurs que mon ami ici présent de l'Algérie avait présenté. L'indice synthétique de fécondité, à l'époque, avoisinait et dépassait les 7 enfants par famille, avec une espérance de vie à la naissance qui avoisinait les 47, alors qu'actuellement, on est à 85 pour les femmes et 79 pour les hommes d'espérance de vie à la naissance. On avait aussi un taux d'accroissement de la population qui dépassait les 4, alors qu'actuellement, le taux d'accroissement naturel est de 1,4. Alors, la contraception, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un tabou, mais la mise en place de l'Office national de la famille de la population, qui est un établissement totalement indépendant financièrement, il était sous la tutelle du ministère de la Santé à un certain moment, puis à la présidence du gouvernement, puis revenu vers le ministère de la Santé. Mais pour vous dire qu'on a compris à l'époque le fait d'institutionnaliser et de mettre en place une structure qui ne s'occupe que de la santé de la reproduction et de la planification familiale était la solution. Parce que l'expérience en Algérie, au fait, on a induit ce programme-là à tout ce qui est santé de base et les PMI, santé de la mère et de l'enfant. C'est vrai que la Tunisie aussi dispose de plus que 2100 centres de soins de santé de base et de PMI, n'empêche que le fait d'individualiser sous forme de centres, sous la tutelle de l'Office national de la famille de la population, que j'ai de la chance d'ailleurs de diriger. C'est vrai que ça fait peu de temps, mais c'est un honneur à la Tunisie. Et je rejoins mon ami pour parler pourquoi on parle de promotion de l'exportation de cette expérience, parce que les indicateurs et les chiffres et notre expérience depuis les années 2000 avec l'Afrique, c'est-à-dire on a commencé à développer des coopérations bilatérales en Afrique, on a commencé avec le Tchad, le Mali, le Niger, et on a pu accompagner ces pays-là en matière de planification familiale et surtout de réduction de taux de mortalité maternelle. Il y avait des taux qui avoisinaient qui dépassaient les 400 pour 100 000 naissances vivantes. Et la Tunisie a pu faire réellement le transfert de technologie et aider ces pays-là pour réduire ces taux-là. Et c'est toujours pour revenir pour dire que cette politique-là, si on l'a bien réussi à partir des années 70 et 80, c'est grâce à une stratégie mobile aussi. On a cru à une stratégie mobile avec des équipes mobiles. Donc, on avait des polycliniques qui sillonnaient tout le pays. C'était une politique populationnelle participative. On faisait du porte-à-porte. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un indice synthétique de fécondité actuellement qui ne dépasse pas 2,3, bien qu'il y a eu un petit relâchement juste après la Révolution, mais on est en train de prendre en charge ce petit relâchement. Un taux d'utilisation de contraception qui avoisine les 70. C'est vrai qu'il y a une petite disparité interrégionale, mais n'empêche, le 70 existe au nord-ouest, alors que l'indice de développement est assez bas, contrairement à ce qu'on pense. Je termine avec la mortalité maternelle, parce que quand on parle de planification familiale, c'est dans l'objectif de réduire, moi je dirais, notre problématique qui reste toujours en Tunisie, parce que c'est vrai que notre programme a réussi, mais en matière, les objectifs du millénaire de développement, et actuellement on parle des objectifs de développement durable, notre souhait c'est d'être à 20 pour 100 000 naissances vivantes en matière de mortalité maternelle, mais actuellement on n'est qu'à 40 pour 100 000 naissances vivantes, et c'est notre combat. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté concrètement Quelle difficulté encore pour la Tunisie qui, il me semble, est quand même bien avancée par rapport au Maroc et à l'Algérie. Je pense notamment à l'avortement qui est un droit en Tunisie, chose que nous ne connaissons encore, par exemple au Maroc, que dans des cas très particuliers. Voilà, est-ce que vous pouvez à quel point ces acquis sont forts et qu'est-ce qu'il y a encore à conquérir pour les femmes?
À conquérir, oui, parce que moi je suis de nature optimiste, donc moi je ne vois pas les difficultés. Il suffit qu'on revienne au travail, que tout le monde travaille. C'est ce que je demande aux gens. Le travail, je m'adresse à nos chers Tunisiens, et commençons par les jeunes. Donc, moi j'aimerais bien parler de notre expérience dans le domaine de promotion de l'exportation et de développer la vraie coopération trilatérale en matière de planification familiale. D'ailleurs, je remercie les Pays-Bas qui ont cru en notre expérience, et ça fait quelques mois qu'on a commencé à faire des accords cadres trilatérales, c'est-à-dire nous, on est une plateforme, la Tunisie est une plateforme de formation, d'assistance technique, d'échange d'expertise et surtout de transfert de technologie pour un bon nombre de pays de l'Afrique. Actuellement, on est à 4 pays, le Mali, le Niger, le Burkina et Inch'Allah, on va terminer avec le Gabon. Mais notre objectif d'ici fin 2017, c'est d'avoir 6 pays en coopération trilatérale à partir des Pays-Bas. Donc, les Pays-Bas. Donc, moi, d'ailleurs, hier, on a eu juste une petite discussion avec notre amie, je ne sais pas si elle est là, de la Libye, me dit que la Libye aussi, elle souffre de ce problème de contraception, de planification familiale. Là, je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Quand on a parlé tout à l'heure de l'administration tunisienne, moi, je suis docteur de formation et j'ai fait l'administration pendant 20 ans. Juste après la Révolution, le ministère de la Santé est resté sans ministre pendant 3 mois. N'empêche, l'administration a pu surmonter les problèmes. Nos hôpitaux étaient ouverts, les médicaments étaient disponibles. Et on a travaillé parce que ce qu'avait laissé Bourguiba, c'était une administration forte. Et c'est ce qui a fait la différence avec d'autres pays de la région. Et je ferme juste la parenthèse. C'est vrai que les insuffisances existent, mais n'empêche qu'on doit être fier de notre administration qui est à améliorer, à moderniser peut-être, mais ce sont plutôt les procédures qui sont à revoir. Je reviens vers la contraception. C'est vrai que la légalisation de la contraception, de l'avortement, pardon, c'est en 1973, mais aussi la nouveauté, c'est que depuis 1994, on parle d'avortement médicamenteux. D'ailleurs, au niveau des 36 centres de l'Office national famille-population, on commence à faire des interruptions volontaires de la grossesse, des interruptions médicamenteuses, et on commence à s'en passer de nos blocs opératoires et du risque de l'anesthésie, le coût aussi, sachant que tous les services de planification familiale en Tunisie sont gratuits. Avec ou sans carte d'identité, chaque femme, chaque fille qui se présente à un des centres, qui sont au nombre de 36, de l'Office national famille-population, toute prestation de planification familiale, de santé de reproduction et même d'accompagnement des jeunes, parce que la nouveauté, c'est qu'on a 21 centres qui sont rattachés directement au niveau de ces centres-là, des centres espaces amis jeunes. Et là, on est en train de développer tout ce qui est prise en charge et prévention de l'addictologie, qu'elle soit numérique, toxicomanie, les problèmes du jeune et de l'adolescent, parce que pour la Mix 4, on a trouvé au fait, au niveau des résultats, que nous sommes une population qui n'est pas, une pyramide d'âge qui n'est pas encore inversée. C'est une population qui est jeune. C'est vrai qu'avec le prolongement de l'extension, on prévoit qu'il y aurait un étranglement au niveau du ventre de la pyramide. Et d'ici 2040, avec un indice synthétique pareil, on va avoir l'inversement de cette pyramide. Mais n'empêche, constitue une force majeure. Avec ce qui s'est passé après la Révolution, on a compris qu'il faut encore miser sur la santé de ces jeunes, de ces adolescents. Et le rôle, entre autres, de l'Office national famille-population, c'est de les accompagner dans ces mutations-là, que ce soit sociétale, démographique ou autre. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant parler des mères célibataires. On parlait de l'avortement,
qui au Maroc n'est pas encore un droit, en tout cas que dans des cas très particuliers où la santé de la mère est peut-être mise en danger, ou dans des cas de viol ou d'inceste. En tout cas, s'il était permis, s'il était légal, enfin autorisé, peut-être, c'est une question, peut-être y aurait-il moins de grossesses non désirées vécues, subies. Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans les témoignages des mères célibataires que vous avez pu rencontrer, Soumaya? Merci Aïda. Je suis heureuse encore une fois d'être ici à l'Institut du monde arabe, ce temple de la culture et de la paix. Et merci également à UFPOST de nous avoir réunis, entre autres, plusieurs nationalités, surtout maghrébines. Si tu permets, Aïda, je voudrais venir à la planification familiale, parce qu'on a parlé de l'Algérie et de la Tunisie. J'aimerais quand même qu'on puisse parler du Maroc. Et je voudrais dire que parmi les politiques sociales qui ont le plus réussi au Maroc, c'est celle de la planification familiale. Et nous sommes passés des années 60 à 7 enfants en moyenne par femme, à aujourd'hui 2,1 enfant par femme. Bon, les raisons, c'est qu'il y a eu cette politique, effectivement, mais c'est aussi les mutations sociales énormes qui se sont exercées sur notre société, qui s'est ouverte subitement à la modernité, ou alors qui a échappé très très rapidement au conservatisme. Et pour moi, c'est très important, je pense que c'est pareil pour les autres pays maghrébins, le fait aussi de se dire si les femmes font moins d'enfants, c'est que le statut et le profil des femmes a beaucoup changé, mais aussi des hommes. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a une nucléarisation très importante des familles. Les jeunes filles ne veulent plus, les jeunes épouses ne veulent plus habiter avec la belle-mère, les belles-sœurs. Elles se retrouvent seules parce qu'elles veulent vivre avec dans un couple et des enfants. C'est génial pour vivre à deux, constituer un couple. Maintenant, il faut assumer. Il faut assumer le fait qu'il n'y a plus la belle-mère et la belle-sœur pour aider au ménage, à la cuisine, etc. Et justement, cette charge qu'ont les femmes, aujourd'hui, leur a fait pris conscience du fait que si elles ont plus de 2-3 enfants, il leur est impossible d'arriver à bout. Et il leur est impossible aussi de vivre leur rêve. Parce qu'avant, nous avions des femmes qui n'existaient que pour le mari, qu'en tant que procréatrice. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, et ça s'est fait très rapidement, nous avons des femmes qui veulent exister pour elles-mêmes, qui ont pris conscience de leur corps, tu en parlais tout à l'heure Nadia, et qui ont envie de le sauvegarder, de garder un corps longtemps jeune et en bonne santé. Et partout au Maroc, y compris dans les zones les plus enclavées du rural, on a des femmes qui vous disent, qui lient la grossesse et le nombre de grossesses avec la santé du corps, la coquetterie et le vieillissement. Et nous voyons en fin fond de la campagne des femmes qui ont eu autant d'enfants que leur matrice leur a permis, avec les fausses couches, etc., mortalité infantile, dire aux jeunes, attention, si tu en fais plus de 2, tu vas vieillir rapidement, ton mari ne te regardera pas plus, tu vas être malade. Et ça, c'est quelque chose de très important qui fait que je me rends compte que les femmes s'approprient leur corps. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, les femmes veulent vraiment vivre dans un couple. Elles ne veulent plus être le sacrifice, la mère qui se sacrifie seulement pour ses enfants. Il y a aujourd'hui cette volonté de construire le couple, d'aimer son mari, d'avoir des activités avec son mari. Et donc, plus on a d'enfants, moins on peut avoir d'activités et plus le mari vous échappe. Voyez, donc il y a aujourd'hui cette croyance dans le fait qu'une épouse qui ne fait que 2 enfants et qui est disponible pour son mari peut vivre longtemps heureuse dans le cadre de son couple. Et un dernier élément pour passer à ta question, c'est que je remarque, et ça c'est assez amusant, c'est que quand on pose la question à des jeunes, qu'ils soient ruraux ou citadins, des célibataires, combien d'enfants voulez-vous? Eh bien c'est 2. Il y a même une tendance de l'enfant unique. J'avais fait un travail là-dessus parce que de plus en plus, je voyais surtout des jeunes citadins, des jeunes couples, faire le choix de l'enfant unique. On passe de 12-6 à un enfant unique. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que ces célibataires, quand on leur dit « Pourquoi seulement 2 ?» Quel que soit le cas, le sexe, même si tu as que 2 filles, c'est pas grave. Tu aimerais pas avoir le garçon? Non, eh ben, j'aimerais en avoir 2. Pourquoi? Pour pouvoir bien les scolariser. Il n'est pas encore marié. Il n'a pas encore d'épouse, il n'a pas encore fait d'enfant, mais il est déjà en train de chercher d'abord à épargner de l'argent, bien sûr, et puis à faire un seul enfant ou 2 pour pouvoir bien le scolariser. Et ça m'emmène, moi, la sociologue, à travailler sur la notion de besoin qui a complètement changé dans nos cultures, qui se sont ouvertes à la consommation massive, au consumétisme, mais également à cette recherche
de confort. Et quand on parle de confort, eh bien, quand on a 2 enfants, aujourd'hui, on a besoin d'équiper la maison en électroménager, on a besoin du GSM pour les enfants, on a besoin de la tablette, on a besoin d'ordinateur. Et donc, derrière tout ça se cache cette envie obsessionnelle de donner à ses enfants le maximum de chances de réussite. Et ça aussi, c'est un facteur très important qui fait que les couples font de moins en moins d'enfants. Et effectivement, comme vous l'avez dit, la courbe a chuté très rapidement, ce qui risque de poser des problèmes dans les 2 décennies à venir. Maintenant, je reviens à ton sujet par rapport au sujet des mères célibataires. Effectivement, j'avais fait une étude il y a 5-6 ans, grossesse de la honte, sur cette problématique des mères célibataires, qui constitue, je peux le dire sans me tromper, un fléau au Maroc. Pourquoi? Bon, les raisons sont multiples, mais également parce que avant, on mariait les filles tout de suite, après la puberté ou juste avant, pour canaliser leur puissance sexuelle. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier mariage au Maroc pour les femmes est de 27 ans et pour les hommes presque de 30 ans. Donc on allonge la durée du célibat et c'est difficile de rester chaste ou vierge jusqu'à cet âge-là. Maintenant, il y a d'autres problèmes. Il y a le fait qu'on n'ait pas réellement d'éducation sexuelle, le fait que l'enseignement même des sciences et de l'éducation sexuelle ne se fait pas très bien. Il y a le fait que nous avons des filles diplômées qui ne savent pas comment fonctionne leur corps. Et ce qui est étonnant, parce que nous avons Internet aujourd'hui. La majorité écrasante des jeunes ont accès à Internet. Pourquoi ils ne vont pas chercher, ils n'appuient pas avec leurs doigts sur le bouton pour connaître mieux leur corps? Il y a d'autres problèmes. Le fait, par exemple, que les mères, puisque c'est les mères qui éduquent les garçons, que les mères n'apprennent pas à leurs enfants, à leurs fils, qu'ils ont une responsabilité dans l'acte sexuel. Et la culture veut que quand une fille tombe enceinte, eh bien c'est son problème. Quand elle va voir le géniteur, il va dire « c'est ton problème, tu n'avais qu'à faire attention à toi ». Que font les mères, y compris celles qui sont scolarisées, militantes? Que font-elles si elles n'apprennent pas à leurs garçons à respecter la fille, à utiliser de la protection, pas seulement pour eux, mais également pour éviter ces désastres? Bon, les problèmes sont énormes, on n'aura pas le temps ici de les lister entièrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette méconnaissance et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a la mixité, le travail des filles, la scolarité, la formation, qui fait que les filles sont libres et que les parents ne sont pas toujours là pour les surveiller. La sensualité est présente dans les médias, à travers les réseaux sociaux, le net, avec les smartphones, etc. Et donc, ce qui fait que de plus en plus de jeunes filles vont tomber enceintes par méconnaissance. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans l'étude que nous avons faite pour grossesse de la honte, c'est l'âge moyen, je ne sais pas comment le formuler, l'âge moyen de la grossesse, où la fille se rend compte qu'elle est enceinte, ça varie entre 4 mois et 4 mois et demi. C'est étonnant, quand on sait que pendant 4 mois, la fille n'a pas eu ses règles. Donc, il y a moyen de s'inquiéter. Il y a cette méconnaissance. Il y a aussi le fait que, tu en as parlé, Nadia, nos sociétés tiennent encore fortement à la virginité. Le garçon doit développer sa virilité pour aller au mariage avec une expérience sexuelle intense et la fille doit être livrée vierge au mariage. Et beaucoup de filles vont se donner, mais elles vont se donner à moitié. C'est-à-dire elles vont rester vierges et elles vont avoir des relations sexuelles superficielles. Mais beaucoup d'entre elles pensent que parce qu'elles sont vierges, elles ne tomberont pas enceintes. Vous voyez, on est vraiment dans la méconnaissance, dans le manque de dialogue avec la mère, avec le père, dans le système scolaire, etc. Maintenant, tu me dis, s'il y avait possibilité de se faire avorter, est-ce qu'il y aurait moins d'enfants? Je pense que oui. Alors moi, avant de faire cette étude avec donc Dr Souchekib sur la question, je me disais, je suis prête à donner ma main coupée que si toutes les filles, mères, avaient la possibilité de se faire avorter, elles se seraient fait avorter, le problème aurait été résolu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des filles qui avaient fait le choix de garder cet enfant. Elles ne sont pas nombreuses, mais nous avons eu des filles qui nous ont dit, voilà, je suis tombée enceinte, j'ai fait le choix de le garder. C'était surtout des rurales qui ont été exploitées massivement par leur famille pour aller travailler en tant qu'ouvrières, femmes de ménage, ramener de l'argent à la campagne, etc., pour scolariser les frères, pour que leurs parents survivent. Et certaines d'entre elles m'ont dit ceci, ce qui m'a vraiment étonnée, m'ont dit, écoute, toute ma vie, j'ai travaillé pour ma famille. Et je n'ai personne pour m'exprimer, pour me témoigner de l'affection. Me témoigner de l'affection pour mes vieux jours. Et j'ai choisi de faire un enfant pour
avoir l'impression, et cette heureuse sensation que j'ai existé pour moi-même, et pour demain, trouver quelqu'un qui va s'occuper de moi pour les vieux jours. Maintenant, on espère que cet avortement va être libéré. On travaille, la société civile fait un travail fabuleux pour ça. C'est sûr que ça réglera le problème. Maintenant, en Tunisie, en Algérie, on peut se faire avorter, mais le phénomène n'a pas été endigué. En Algérie, je pense qu'on en est au même stade. C'est ce que tu m'as dit, Nadia, tout à l'heure. Voilà. Ah, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était possible. Non, donc j'ai très mal compris. Non, c'est les Tunisiens qui sont champions, oui. là. Pourtant, il me semble que même en Tunisie, il y a encore des mères célibataires. Pourquoi? Voilà, c'est une question dont j'attends pas la réponse parce que je ne l'ai pas non plus. Mais pourquoi? Maintenant, si vous voulez avoir un chiffre, et les chiffres sont vraiment ahurissants, comme l'avortement n'est pas permis, il n'est permis que si la santé de la mère est en danger. Il a fallu batailler pour obtenir une réforme. Maintenant, c'est si la santé de la mère et de l'enfant, s'il y a une malformation, une maladie grave de l'enfant, mais aussi en cas de viol et d'inceste. C'est vrai, nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons. Mais ce qui est important, c'est que nous avons détruit un tabou. C'est ça qui est important. Et dans nos sociétés, je le dis, je le répète toujours, quand on est en présence avec un public qui n'est pas ni arabe, ni musulman, je dis dans nos sociétés, il faut nous accorder le temps que l'opinion publique déjà adhère aux idées des féministes et des progressistes. On ne peut pas changer comme ça sous prétexte qu'on est moderne les mentalités du jour au lendemain. C'est un travail qui se fait au Maroc et en Algérie, en Tunisie, ça se fait très rapidement parce que nos populations sont très très jeunes et ce sont les jeunes femmes surtout qui sont porteurs de cette volonté de changer et de faire progresser les choses. Ça va se faire très rapidement lors de la prochaine décennie. Mais on ne peut pas comparer le Maroc avec la France, la Suède ou la Hollande, parce que notre histoire a commencé pratiquement il y a 6 décennies, et en 6 décennies, depuis par exemple, à peu près la fin du protectorat, en 60 ans, nous avons réalisé ce que l'Occident a réalisé en plus de 2 siècles et demi. Donc, quand on a envie de comparer, il faut comparer ce qui est comparable. Et juste pour vous donner quelques chiffres, comme l'avortement n'est pas permis, etc., il y a l'avortement clandestin. Alors, je vais vous donner les chiffres officiels. Les chiffres officiels parlent de 600 à 800 avortements clandestins par jour. Il doit y en avoir plus parce que bon, quand on le fait chez l'herboriste, la qabla, femme sage traditionnelle, etc., de façon mécanique, etc., il doit y en avoir beaucoup plus. Maintenant, on parle, les chiffres officiels, les derniers chiffres parlent de 100 enfants naturels par jour. Mais ce qui est étonnant, on parle de 100 enfants, donc c'est surtout des mères célibataires qui vont accoucher dans les centres hospitaliers ou voilà, qu'on peut recenser. Mais combien accouchent ailleurs que dans ces centres parce qu'ils ont peur? Et ce qui est étonnant, on parle, c'est officiel, 100 enfants qui naissent par jour, mais il y a 150 abondants d'enfants par jour. D'où viennent les 50? Il ne faut pas être un statisticien de génie pour se dire, mais ces 50-là, ils viennent d'où? Donc oui, c'est un phénomène, oui, la société civile fait un travail fabuleux. Il y a des associations, dont celles qui sont connues, INSAF, Solidarité Féminine, etc. Le problème, c'est que le flot est très important, que ces associations n'ont pas toujours les moyens de recevoir les centres d'hébergement, de former ces mères célibataires qui sont complètement rejetées par les leurs. Et je tenais à dire ceci, et je cède la parole, elles sont rejetées au nom de la culture, elles sont surtout rejetées au nom de la religion. Quand on entend, par exemple, on dit à un père, mais pourquoi tu as... Allez, je dis, un père et une mère et un frère, il doit protéger. Quand une fille a un problème, vers qui elle se doit s'adresser? Vers ses parents. Et on vous dira haram. Haram, c'est l'islam, c'est Dieu, c'est ceci. Et on se pose la question, si Dieu est aussi cruel que ça, il y a vraiment un problème. Et moi, j'interroge toujours le Coran, je vais à la source. Et je peux vous dire que dans la sourate Ahzab, les factions, il est dit clairement ceci. Adopter ces enfants adoptifs, ces enfants adoptifs du nom de leur père. Ce sera plus juste auprès de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas leur père, ils sont vos frères en religion. Ils sont des vôtres. Voilà ce que dit le Coran. Maintenant, dans nos cultures, dans nos pays, les traditions sont plus importantes que la religion. Le regard de l'autre est plus important. Et combien de pères j'ai vu dans des associations qui me disent ceci, quand je dis, mais pourquoi tu ramènes ta fille à une association? Pourquoi tu l'abandonnes? Pourquoi tu abandonnes ton petit-fils? Et il me dit, j'ai un père qui m'a dit ceci, قال لي الله يغفر والعبد ما تيغفرش. Dieu peut être clément,
mais les gens, c'est-à-dire la famille, l'entourage, ne sont pas cléments. Et dans nos cultures, je peux vous assurer que très souvent, on fait cet amalgame. Les traditions sont beaucoup plus importantes que les préceptes religieux. Merci. Merci infiniment. Merci pour ce discours et pour la passion que tu mets. Oui, voilà, je peux vous assurer qu'elle en met toujours autant. Et de la passion, il y en a aussi dans la belle aventure de... Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, dis-moi. Juste dans le même sens que mon ami du Maroc. Alors pour la Tunisie, on n'a jamais considéré que là, parce que peut-être qu'il va y avoir l'amalgame, mais pour nous, l'interruption volontaire de la grossesse et l'avortement n'est jamais un moyen de contraception. Et d'ailleurs, nous, on bataille pour ça. Il ne faut jamais croire que c'est vrai qu'on a légalisé depuis 1973, mais loin à ce qu'on considère que l'IVG est un moyen de contraception. Autre chose, nous, notre campagne pour promouvoir tout ce qui est prise de contraception, c'était de faire le lien direct entre les grossesses non désirées et la mortalité maternelle. Et ça choque. Donc, notre stratégie d'information, d'éducation, de communication, depuis le certificat de prénuptial. Au fait, nous aussi, on est en train de faire un grand travail pour avoir des vrais certificats. Parce qu'on est en train de délivrer, et le travail se fait bien avant le mariage pour tout ce qui est problème après le mariage, et pour les femmes, pardon, les filles qui sont en mariage, mais il ne faut pas oublier que relier, et parfois il faut faire peur, et montrer les chiffres qu'on peut éviter c'est-à-dire on peut réduire la mortalité maternelle en essayant de diminuer le nombre de grossesses non désirées. Grossesse non désirée égale contraception qui a échoué, et quelque part il y a un problème. Donc il faut creuser là-dessus et aller vers les campagnes de sensibilisation, d'information, d'éducation, de communication. Et je reviens pour dire que la sensibilisation a été le point fort avec la stratégie mobile et les équipes mobiles. Et d'ailleurs, actuellement, en 2017, depuis que je suis à la tête de l'Office, je suis revenue vers cette stratégie mobile, et on croit en cette stratégie avec une vraie sensibilisation. Merci. Alors, on va rester en Tunisie. On a beaucoup parlé de chiffres, et derrière les chiffres, il y a des cas, des vies qui parfois sont bouleversées, et on parlait des mères célibataires. Pourrais-tu nous raconter l'histoire de Simi, cette marque qui met à contribution les mères célibataires en Tunisie, mères célibataires donc, qui sont souvent mises au banc de la société. Comment est-ce que cette expérience leur permet de s'en sortir? S'en sortir. Bonjour, bonsoir. Merci d'ailleurs de cette belle histoire. Je suis très contente d'être ici et de rencontrer plein de femmes qui sont en train de changer le monde. Et donc je suis très ravie de vous rencontrer. Je vais vous raconter une histoire. Petite histoire. Je vais vous raconter l'histoire du cœur. Ce corps-là. C'est une histoire qui a commencé très longtemps dans les petits marchés que je voyais dans le monde. Dans ma vie précédente, j'ai travaillé dans l'aide au développement pour la Commission européenne, pour les Nations Unies, et dès que je pouvais, je m'échappais de mes réunions officielles, et j'allais partir dans les marchés. Et je regardais surtout les femmes qui faisaient des choses extraordinaires avec leurs mains, vraiment un savoir-faire incroyable que nous, moi je suis italienne, que nous, dans l'Europe, on a perdu, parce qu'on ne fait presque plus rien avec notre main. On utilise la tête, surtout, plus les mains. Bon, alors, mais malheureusement, ces choses magnifiques, ils ne se traduisaient pas en des objets qu'on pouvait vendre. Donc, ce n'étaient pas des objets qui leur permettaient de gagner leur vie. Voilà. Donc, des petits marchés de l'Ouzbékistan, de la Turquie, de la Moldavie et de tout le monde, on va dans les boutiques de Paris. On va chez Colette, on va chez Hermès, on voit des choses magnifiques. Et là, je voyais, attends, là, c'est des choses très très beaux que j'ai envie d'acheter, mais c'est qui a fait ces choses-là? Où sont les mains
qui ont fait mon sac de Chanel. Pourquoi je dois payer 3 000 € pour un sac de Chanel et je ne sais pas combien a été payé la fille ou le garçon qui a fait ça. Et bon, toutes ces questions où j'avais le beau et j'avais la possibilité de faire des choses aussi importantes qui changeaient la vie des gens qui faisaient ces produits, au bon moment, dans la Médina de Tunis, prend la forme d'un cœur. Alors je me promenais parce que j'étais là en tant qu'adviseur pour la politique nationale de la stratégie. J'étais l'adviseur de l'Union européenne pour le gouvernement. Mais je me promène encore une fois dans le marché. Et je vois cette magnifique collier que S m'apporte. Voilà. Voilà. Rehana. Voilà. Qui a fait plein de cercles. Très, très beau. Et bon, moi, j'ai cette idée, je dis, ça serait bien de faire devenir un de ces cercles un cœur. Alors, je me promène et je commence à demander aux gens autour de moi, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez me faire un cœur? Non, nous, on ne fait pas de cœur. On ne fait que des cercles. Bon, ok, ça va. Je demande un deuxième. Je demande un troisième. Même histoire. Nous, on fait seulement des cercles. Je dis, écoutez, c'était jeune. Est-ce que vous connaissez David Guetta, le DJ? Vous connaissez David Guetta? Oui, bon. Qu'est-ce qu'il fait, David Guetta, dans ses concerts? Il fait comme ça. Bon, c'était un cercle. Vous le prenez, vous le modifiez, et ça devient un cœur. Ah! Et c'est né le cœur qui s'est mis à porte. Ce corps-là. C'est là. Il faut montrer. Voilà, c'est là. Voilà, donc, au bon moment, je mets ce corps, je le fais je l'apporte. Il y a des femmes extraordinaires que j'ai rencontrées dans ma vie. Une de ces femmes, c'était la créatrice directive de Karl Lagerfeld, qui me dit, attends, c'est beau ce que tu portes. C'est quoi ça? J'ai dit, c'est un cœur. Je l'ai fait à Tunis. Ah, mais c'est magnifique. C'est fait par qui? Elle me dit, je l'ai fait dans un petit, magasin. Et là, ça me vient à l'esprit toutes mes expériences précédentes. Les petits marchés, les boutiques d'Hermès, le cœur. Et si on utilisait le cœur? Et si on produisait des choses qui sont beaux et justes en même temps? Et si enfin on utilisait les traditions, l'authenticité des traditions du Maghreb pour créer des objets qui sont beaux et justes? À l'époque, je travaillais en Turquie aussi et on avait monté un énorme programme d'aide aux femmes victimes de violences domestiques. Un sujet tabou dans la majorité du Maghreb. On ne parle pas de ça parce que ça n'existe pas. Bon, en Tunisie, où le corps était né, je n'avais pas la possibilité de travailler avec un centre pareil qui est né juste après la Révolution, parce qu'avant, il n'y avait pas un foyer pour les mères, pour les femmes battues, mais il y avait un foyer pour les mères célibataires, qui très souvent tombaient enceintes parce qu'elles étaient victimes de viol, ou victimes de violence, ou victimes de leur ignorance, ou victimes de manque d'éducation. Mais en tout cas, se trouver enceinte, ils voulaient garder leur enfant. Il y a une femme qui travaille maintenant pour nous, qui me disait, moi cet enfant, je l'aimais avant qu'il naissait. Pourquoi je devrais l'abandonner? Moi, je veux le garder. Et malheureusement, j'ai choisi pour mon enfant, j'ai perdu toute ma famille. J'ai perdu tous mes amis. Je n'ai plus de vie. Mais j'ai fait un choix d'amour. Eh bien, ce choix d'amour, maintenant, se traduit dans un corps parce que c'est elle qui fait les cœurs de Simi. C'est elle et ses copines qui font le cœur de Simi. Parce qu'on a créé ensemble un modèle de développement socio-économique où les femmes ne sont pas des sujets qui reçoivent des dons. Mes femmes, elles reçoivent un salaire chaque mois. Elles apprennent un métier, ils font le cœur, ils font nos bijoux. Et en faisant le cœur, en faisant les bijoux, ils peuvent gagner assez pour s'occuper de soi-même et de leur enfant. Et même s'ils ont été abandonnés par leur famille, c'est toute l'histoire qui leur permet de développer une deuxième chance dans la vie. Ou leur choix, qui c'est très souvent un choix d'amour, ne se traduit pas en condamne à vie à l'isolation et à l'exclusion. Donc nous travaillons avec l'association Amal. Chaque fois qu'on a besoin qu'on va embaucher quelqu'un
on a une discrimination positive, on n'embauche que des mères célibataires qui viennent travailler chez nous et qui apprennent le métier. Et les corps des mères célibataires de Tunis sont maintenant chez Colette. Voilà, c'est Nicole Kidman qui est la témoigne des corps de Tunis. Ah oui, c'est Nicole Kidman. Catherine, j'ai une dernière question peut-être avant de passer aux questions-réponses. La marque plaît beaucoup, elle est très belle, elle a été adoubée par des gens comme Nicole Kidman, effectivement, Karl Lagerfeld, Suzy Menkes, qui est une grande journaliste de mode chez Vogue. Mais la société en Tunisie a-t-elle accepté? Simi, comment est-ce qu'elle... Ah oui, absolument. Alors, absolument. de quelle manière? C'était absolument incroyable. On a été très bien reçus. La société tunisienne, je la trouve une société très ouverte. Il y a des gens extraordinaires. Et tout le monde... Ah bah, Sonia, qu'est-ce qu'on a décidé hier? Moi, je ne suis pas tunisienne, hein, je suis italienne. Je suis fière de travailler en Tunisie, mais je ne suis pas tunisienne. Tunisienne de cœur, alors. Tunisienne de cœur. Qu'est-ce qu'on a décidé hier? Je vais l'annoncer maintenant. Voilà. Alors, hier en mangeant, et c'est là où j'ai connu notre amie tunisienne, je dirais, je la présenterai, oui. Non. J'ai découvert ça hier. Alors, un des centres de l'Office national Famille Population, celui de l'Ariana, va offrir ses services d'activité médicale, paramédicale pour les femmes célibataires qui sont chez Katrina. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est reçu en Tunisie. Et c'est incroyable. Alors parfois, moi je ne savais rien de mode. Hein. Je venais de la diplomatie, donc rien, zéro. Quoi. Je ne connaissais personne. Mais la chose incroyable, c'est qu'il y a maintenant dans le consommateur, qui on veut croire qui est idiote, mais ce n'est pas un consommateur idiote. Il y a dans les consommateurs de plus en plus envie de savoir... Il se pose la même question que moi je me posais tout au début. C'est qui fait mes choses? Pourquoi les choses qui me rendent belle et heureuse, je ne suis pas sûre qu'ils rendent aussi heureuses les gens qui ont fait cette chose-là. Et maintenant, on a Internet. On a un petit appareil photo, on peut voir qui fait notre chose. Pourquoi ils ne montrent pas qui fait? Who made my clothes? C'est le slogan de Fashion Revolution qui a commencé malheureusement après qu'en 2014, 25 avril, au Bangladesh, Rana Plaza s'est écoulé. 1250 personnes sont mortes en faisant les chemises que nous portons probablement aujourd'hui. Hein? Donc, Simi, c'est le cœur. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, il faut trouver un moyen... Simi, comme regarde-moi. Simi, ça veut dire en anglais vois-moi. Vois-moi. Parce que la mode, c'est regarde-moi. Et c'est aussi bien trouvé pour une population que l'on voudrait invisible. Voilà, c'est de rendre visibles des gens qui sont invisibles. Les mains invisibles qui sont derrière tout ce que nous portons chaque jour. Ben alors, il y a un moyen de faire une chose beau. Hein? Parce que ça doit être beau, sinon on ne le porte pas. Hein? On va dans les maisons de l'artisanat, on va dans les artisans du monde. Moi, j'ai du mal à trouver des choses qui sont belles. Je ne sais pas vous, mais de poncho avec comment ça s'appelle? Le lama, avec péruvien, là, j'en ai marre, quoi. Je ne l'aimais pas, franchement. Donc, le commerce équitable doit être finalement beau et la mode doit être finalement éthique, sans compromis. En même temps, troisième partie du paradigme, beau, juste, et revenant au financement sans aucune aide. Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous n'avons jamais reçu d'aide, on n'a jamais postulé aucun support financier, on a tout financé chez nous. C'est financé uniquement par les ventes? Oui. Voilà, donc n'oubliez pas d'acheter, hein, on l'a déjà dit, mais voilà, en sortant. Sortant. Mais avant ça, vous avez peut-être, je l'espère, des questions. Oui. Alors si on peut avoir un micro, plusieurs questions. Alors le micro arrive.
Je voulais demander, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la sexualité et le planning familial, parce que par rapport à ce que vous avez dit, le Maroc et la Tunisie, ici aussi, apparemment, j'ai des gens de ma famille qui travaillent dans les hôpitaux, dans des lieux où il y a plusieurs personnes d'origine différentes, et je pense que le problème, effectivement, je ne veux pas juger les gens, mais effectivement, c'est pas la contraception, c'est pas l'IVG, mais c'est essayer de l'éducation sexuelle en amont pour que les personnes fassent ce qu'il faut. Parce que même ici, face au sida, il y a des gens qui ne savent pas comment réagir. Et voilà, donc si effectivement, il y a des problèmes, je pense, d'éducation sexuelle, et s'il y a des choses qui sont mises en place dans ce domaine-là pour les jeunes filles et même d'autres personnes. Voilà. Alors, c'était pour la Tunisie et le Maroc, mais peut-être prendre d'autres questions avant. Bonjour, je voudrais vous remercier pour vos communications très très riches. Je voulais poser une question concernant l'Algérie. Vous avez énormément parlé de ce tiraillement entre tradition et modernité, ouverture de cette jeunesse, de ces générations émergentes. Et je voulais savoir un petit peu par rapport à ces questions-là de contraception, d'avortement et notamment à tout ce qui est lié au tabou de la virginité. Comment est-ce que vous voyez cette jeunesse d'ici, dans la décennie qui va suivre? Comment vous voyez un petit peu l'évolution des choses? D'autant plus que vous parlez énormément d'islamisation de la société, chose qui est tout à fait vraie. Donc comment se fait un petit peu, se font un petit peu ces stratégies de contournement des femmes pour survivre dans cette société très islamisée, mais aussi pour avancer, mais pour ne pas rompre complètement avec la modernité, enfin la tradition. Donc comment vous envisagez, comment vous voyez un petit peu les choses pour l'avenir? Merci beaucoup. Merci. Ma remarque s'adresse à Madame Sonia Béchir. Bon, vous avez bien fait de rappeler que la Tunisie a été pionnière en matière de planning familial, mais vous avez aussi souligné que juste après la Révolution, il y a eu un certain fléchissement qui est dû en partie au poids de la religion. À mon avis, la religion n'a jamais été un poids, n'a jamais été un handicap du temps de Bourguiba. Vous vous rappelez comment ça s'était passé pour le planning familial, pour la liberté, enfin le code de statut personnel, etc., etc. Je ne vais pas me revenir là-dessus. Il y a un travail de SAP qui, à mon sens, je dois attirer à l'attention de la directrice sur un travail de SAP qui était en train d'être fait par les faux prédicateurs dont on assiste à une inflation de faux prédicateurs après la Révolution, qui sont en train de véhiculer et de répandre un venin à travers les médias et certaines radios et télévisions. Il suffit de prêter l'oreille, vous allez écouter des insanités, des horreurs du genre une femme qui s'adresse au prédicateur ou au shir, etc., pour lui demander si elle doit se refuser à son mari qui est sidéen, qui est porteur de sida, et qui lui dit, pas question, il faut pas se refuser à son... Entre autres. Mais il y a d'autres horreurs. Donc, est-ce que l'Office peut aussi essayer de contrecarrer ce courant qui est en train de faire des ravages? Merci. Moi, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Katrina. Je vous remercie toutes, c'était passionnant. Je voudrais profiter de cette réunion pour rendre hommage à la mémoire de Fatima Mernissi, qui a fait exactement la même chose au Maroc avec les femmes qui faisaient les tapis. Voilà, c'était ça que je voulais quand même rappeler. On a une question dans le fond et on va peut-être passer aux réponses après ça. Que vous preniez chacune la parole pour... Bonjour tout le monde. J'ai une question et j'ai une petite remarque. Donc la première remarque, en tant qu'arabe et que musulmane, je pense que la prochaine fois, s'il vous plaît, essayez de penser aux autres. Parce qu'on se manque
de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, je trouve que ça n'a aucun sens. D'accord ? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, aussi critiquer les écoles coraniques, alors que j'ai fait l'école coranique et je suis fière. On nous a appris notre langue, et la langue arabe, c'est pas une tare, c'est la langue de l'ONU, c'est une langue comme toutes les autres langues. Je ne sais pas si on a assisté à la même table ronde. Voilà, donc la prochaine fois, essayez de nous respecter, si vous voulez qu'on vienne aussi à l'Institut du monde arabe. Parce que, voilà. Et puis, il y a une autre juste question. Pour pouvoir vous répondre, madame. C'est la séance d'avant. On va avoir du mal à vous aider alors, si c'est la séance d'avant. Non, je voulais juste dire que je remercie beaucoup l'intervention, la dernière. J'attendais vraiment ça, parce que si on veut aider les femmes du Maghreb, c'est vraiment ça, c'est le commerce équitable, c'est de les aider à travailler, être efficaces pour elles-mêmes, et non pas les trucs de dessin. On ne fait pas de dessin dans des ateliers, on ne fait pas des artistes. On est artiste, on ne l'est pas. Donc, ce n'est pas en faisant des ateliers. Merci beaucoup. C'est dommage. J'attendais une question, donc du coup, comme il n'y en a pas eu, il y a une dame devant, si on pourrait avoir... Et là, peut-être avoir 2 questions. 2 dernières questions. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, ce serait plutôt des remarques. Je me présente, je suis Ibtissam Betty Lashgar, porte-parole du mouvement alternatif S'il vous plaît. Pour les libertés individuelles au Maroc, connu sous le nom de Mali. Donc j'avais des petites remarques par rapport à ce que j'ai entendu, et notamment, enfin particulièrement le Maroc, forcément. Juste pour petite explication, le mouvement dont je suis la porte-parole est un mouvement universaliste, féministe et laïque. Et je voulais rebondir sur certaines choses. Je pense que je n'ai pas beaucoup entendu, ou pas entendu du tout, peut-être je me trompe, l'importance que pourrait avoir la laïcité, ou en tout cas l'instauration d'un État séculier par rapport aux problématiques dont il a été question autour de cette table ronde, parce que j'estime que sans la séparation du religieux et du politique, ou de la religion et d'État, les droits des femmes seront malheureusement bafoués, étant donné que les religions en général sont les ennemis des femmes. Par rapport aux droits sexuels et reproductifs, pour rester sur cette table ronde, le mouvement dont je suis la porte-parole milite en faveur des droits sexuels et reproductifs. Et pourquoi je voulais prendre la parole, c'est que je regrette quelque part que parmi les invités qu'il y a eu aujourd'hui, il n'y ait pas eu d'activistes. Je suis militante et activiste. Et je pense que les activistes féministes ont un rôle important par rapport à ces combats-là. Donc juste pour exemple, pour revenir sur le droit à l'avortement, Madame Guessous, vous n'êtes pas sans savoir que Mali, en 2012, a invité le bateau d'avortement avec l'ONG néerlandaise, et que grâce à des actions de désobéissance civile, parce que notre mouvement est un mouvement de désobéissance civile, voilà, nous avons réussi à ouvrir le débat par rapport à ces questions-là. Par rapport... Oui, non mais justement, en 2012, grâce à l'action de désobéissance civile, mais ce n'est pas la seule... Ne me coupez pas, madame. Excusez-moi, d'accord. Vous pouvez répondre plus tard. Merci. Les actions, je voulais juste dire que nous sommes un mouvement de désobéissance civile, et j'insiste là-dessus. Donc cela veut dire que nous désobéissons aux lois injustes. Pour juste une petite parenthèse, nous avons été connus en 2009 par rapport à un pique-nique pendant le mois de Ramadan, puisque nous sommes au mois de Ramadan, pour condamner une loi, un article de loi liberticide qui condamne à la prison ferme, 6 mois de prison ferme, toute personne connue pour son appartenance à l'islam et qui rompt le jeûne en public. Alors pardon, c'est pas pour minimiser l'importance du sujet. Non, pas du tout, je reviens. Ça n'était pas le sujet comme la laïcité. C'est des sujets qui ont aussi de l'importance, mais qui peuvent être peut-être débattus à un autre moment. Madame, parce que justement, nous parlons en tant que... Il y a des femmes qui ne sont pas forcément musulmanes, et c'est important de rappeler qu'au Maroc, il n'y a pas de liberté de conscience, et que forcément, on nous impose ces lois liberticides sous couvert de l'islam. Or, voilà, c'est important de préciser qu'on ne peut pas à chaque fois remettre sur le tapis la religion, et qu'elle devrait revenir dans la sphère du privé. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour moi, c'est quand même important de parler de ces sujets-là. C'était juste parce que Madame Guessous, tout à l'heure, expliquait, comme je disais, nous sommes un mouvement universaliste, que nous ne pouvons pas militer ou lutter comme en France ou en Suède, Vinci. Parce que je pense que les droits humains sont universels, les droits des femmes sont universels, et ne connaissent, ou ne devraient pas connaître en tout cas, ni de frontières, ni de couleur de peau, ni de religion. Alors on n'est pas contre le débat, mais peut-être qu'on pourra avoir ce débat-là entre nous. Oui, bien sûr, je dis pas que ça ne l'est pas. De le rappeler, et merci de ne pas me couper chaque minute que je prends la parole. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez hallucinant.
Voilà, donc c'était juste pour expliquer que oui, nous rejetons effectivement tout relativisme culturel qui ne fait pas forcément avancer les droits des femmes dans des pays comme le Maroc. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut y aller petit à petit ou pas à pas. Bah, les droits humains et les droits des femmes, madame, n'attendent pas. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir une question, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Ça va être dur de faire un récap avec toutes les questions, à mon avis, après. Hein. Nadia Larguette, je suis née au Maroc, je vis au Maroc, j'ai grandi au Maroc et je suis installée là-bas. Je voulais juste, Madame Guessou, se poser une vraie question. Moi, je pense que je suis un peu triste, je suis marocaine, je suis triste pour le Maroc parce que c'est vrai que je pense qu'on régresse sur certains sujets importants. Il y a beaucoup de femmes qui conjuguent quand même le mot désespoir au quotidien. Et je voulais donner une petite, enfin pas une anecdote, parce qu'en 2009, bon, c'était la même année que le Mali, c'était un grand moment au Maroc parce que j'ai posé enceinte et nue sur la couverture d'un grand magazine au Maroc, vous le savez, sur Femmes du Maroc. La presse a été prise d'un grand vent de liberté et de folie. On a été très fiers. Enfin, j'étais très fière ce jour-là de me dire, je suis marocaine, on fait ça au Maroc. On est en 2017. Plus personne ne pourrait poser enceinte et nue sur la couverture d'un magazine. Attention, il y avait derrière un très gros sujet sur l'accouchement, sur le corps et tout ça. C'était pas juste de poser comme ça enceinte. C'est important de le souligner. Et donc, je voudrais dire quand même, je pense qu'on a régressé au Maroc, je pense qu'on recule. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire attention parce qu'on pourrait plus le faire maintenant. C'est juste ça qui m'attriste vraiment au Maroc profondément parce que je sors d'une très grosse exposition où j'ai mis 100 femmes à l'honneur, dont les mères célibataires, et c'est terrible quand même ce qu'elles vivent au Maroc, et je suis fière. Il faut que pour une fois on va se tourner vers la Tunisie, on va arrêter de se tourner vers la France, l'Espagne, on va déjà prendre exemple sur la Tunisie, donc bravo, et je pense que c'est ensemble, les femmes du Maghreb, qu'on pourra faire quelque chose d'important. Voilà, donc je voulais le dire, voilà, et bravo quand même pour tout ce qui a été dit, et bravo pour toutes ces femmes, voilà, mais je suis triste quand même. Merci. Je vous invite peut-être à prendre la parole les unes les autres pour répondre. J'y vais. Je voudrais d'abord répondre à cette dame qui a parlé de contraception. Oui, effectivement, bon, elle ne me regarde pas, mais bon. Madame, vous avez parlé de contraception. La contraception dans mon pays est libre, c'est sûr. Il faudrait sensibiliser, c'est sûr. Il faudrait que les mères s'y mettent, les pères s'y mettent. Il faudrait que tout le monde s'y mette un peu pour sensibiliser. Les jeunes, vous avez des cousines, vous avez des sœurs, vous avez des voisines, vous avez des amis. Faites-en un projet pour sensibiliser. Il n'y a pas que la société civile, il n'y a pas que l'État. Il y a la responsabilité individuelle aussi. Maintenant, n'oublions pas que pour un acte sexuel, il faut 2 personnes. Il faut un homme et une femme. Pourquoi on parle toujours de la contraception de la femme? Pourquoi l'homme ne protège pas les femmes? C'est une question que je pose. C'est pas la peine qu'on reparte sur tout un exposé là-dessus. Il faudrait sensibiliser les hommes aussi. Or, je l'ai dit, je le répète, les jeunes hommes ne sont pas du tout conscients de la responsabilité. Si chaque jeune homme qui avait une relation sexuelle avec une jeune fille se protégeait, eh ben, on ne serait pas là à en parler aujourd'hui. Maintenant, il ne me semble pas avoir dit que nous devons aller petit à petit, que je suis à l'ENA, etc. Pas du tout. Je respecte Mali, ok? Je respecte ce que vous faites, mais attention, vous n'êtes pas les seuls. Il y a des Marocaines qui ont défoncé les portes pour nous. Il y a des Marocaines à partir des années 50, des années 60, des années 70. Moi, pour être là aujourd'hui, j'ai commencé il y a 35 ans à militer pour pouvoir aujourd'hui donner un chiffre. Je sacrifie mon temps, mon argent, le temps de mes loisirs pour aller faire des enquêtes, pour pouvoir aller ramener la vérité là où elle est et la mettre pour sensibiliser l'opinion publique. Vous ne pouvez pas me dire « nous avons fait », parce que moi aussi je peux vous dire « j'ai fait ». Et à ce moment-là, une société n'évolue pas par une personne. Okay? Elle n'évolue pas par le travail. Nous sommes des grains de sable. Il y a des grains plus gros que d'autres. Il y a l'âge, il y a l'expérience, il y a l'avancement dans la vie. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait un mouvement qui ait réussi véritablement à révolutionner quelque chose. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons... Vous n'êtes pas contente, ben on pourra en parler tout à l'heure avec plaisir. Hein, tout à l'heure, j'en parlerai avec vous, je voudrais dialoguer avec vous avec plaisir. Ce que je disais tout à l'heure, je disais qu'il est très difficile aujourd'hui, c'est facile de se dire, mais pourquoi l'avortement n'est pas libéré? Et voilà, l'avortement au Maroc. Mais attendez, il y a une réalité historique, il y a une réalité culturelle. Le Maroc n'est pas la Suède. D'accord? Moi, j'aurais voulu que le Maroc soit aujourd'hui la Suède. Mais c'est du fantasme, madame ou mademoiselle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Chacune de nous milite à sa manière.
Chacun de nous milite, la société civile milite, etc. Et ce que vous disiez tout à l'heure, vous dites que le Maroc recule. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il recule. Cette jeunesse, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont en train de faire avancer la société. Et notre chance, c'est quoi? C'est que vous avez posé nu. Ça a créé un scandale. Et bien, ce sont ces scandales qui font avancer les choses. Quand moi, en 87, j'ai sorti Au-delà de toute pudeur pour parler de sexualité, ça a créé un scandale. Il faut avoir le courage de créer des scandales. Et un scandale est toujours favorable pour l'avancement et l'évolution d'une population. Je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter, mais je dis que nous avons des obstacles qui sont là, qui sont le fruit de notre histoire, le fruit de notre géographie. On ne peut pas les arrêter. Alors, si je peux me permettre, oui. Mali aussi... Merci. Je disais, si je peux me permettre, le Mali aussi a eu son lot de scandales avec le fait de déjeuner, en 2 mots, pendant Ramadan. Oui, entre autres, bien sûr, et la prise de parole sur l'avortement également. C'est pour ça que je trouve un peu surréaliste cet échange, parce que vous avez les mêmes combats. Il y a assez d'énergie à mobiliser face aux islamistes, face... voilà, je vous vois plutôt avancer ensemble, main dans la main, du moins c'est ce que j'ai espéré, plutôt que d'avoir cet échange musclé. C'est mon avis, mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de poursuivre. Sonia, tu voulais peut-être... Je dois répondre à une question, au fait 2 questions de tout à l'heure. Je voulais dire que la réussite, si on peut considérer qu'il y a eu une réussite pour le programme tunisien de planning familial, cette réussite, elle repose sur 5 fondements. Et là, pour faire un tout petit peu la synthèse, la volonté politique, avant tout. La volonté politique, et là, je mettrai ça en première position. Le cadre législatif, l'adhésion des leaders d'opinion, la mobilisation sociale et le cadre institutionnel. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon intervention par l'institutionnalisation. Pour répondre à la question, alors monsieur a quitté la salle ou... Ah, il est là. Parce que, ok. On a encore 3 minutes avant de clore le... Ok. À l'Office national Famille Population, la plus grande direction, ça s'appelle Direction de la communication. C'est loin d'être la direction de tout ce qui est média presse. Non. Cette direction de la communication, c'est la direction de l'information, de l'éducation et de la communication. C'est une direction qui ne travaille que sur terrain, qui couvre les 24 délégations de la région. Après la Révolution, certes qu'il y a eu un relâchement, et moi je ne l'ai jamais rattaché à la religion. Ce relâchement, c'est le manque de formation des formateurs et des éducatrices et des animatrices sur terrain. Parce que le fait de dire et de revenir vers tout ce qui est femmes voilées, tout ce qui est haram et tout ce qui est promotion de la contraception, on est resté pendant 2 années à se poser des questions. Quelle direction prendre? Et le relâchement au niveau de la formation des formateurs était le point crucial. Et là, depuis 2013-2014, on est revenu là-dessus. Et je pense que, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de départs à la retraite, donc il y a eu de nouveaux recrues. Et là, justement, avec la promotion de tout ce qui est information avec les jeunes, c'est pourquoi que l'augmentation de l'indice synthétique de fécondité n'a intéressé que quelques régions, sans toucher à la prévalence nationale. Mais jamais on l'a rattaché à la religion. Merci. Je ne sais pas si apparemment je n'ai pas répondu à votre question, vous n'êtes pas convaincu, monsieur. Bon, mais ce n'est pas un problème, j'ai fait de mon mieux. Merci. Ok, merci. Je peux ? Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, on peut parler de nos pays et puis d'essayer de dire ce qui est bien et puis de vous vendre une marchandise qui pourrait donner ou aller vers des illusions. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a essayé, en tout cas pour ma part, à travers une enquête, la Mix 4, j'ai essayé de réfléchir en tant que militante et faisant partie de cette société civile, j'ai essayé de réfléchir à partir des chiffres de la Mix 4
et de voir pourquoi il y a eu cet écart entre le 61% de prise de la contraception en 2006 à 2015 où la prise donc a baissé, il est passé à 57%. Donc cet écart, il faut qu'on trouve une réponse. Et moi, en tant que société civile, je suis là pour interpeller les pouvoirs publics. En plus, donc, on ne peut parler de contraception qu'à travers des études. Maintenant, soit sociologiques, soit effectivement médicales, Mix 4, UNICEF. Alors, comment réagit-on? Comment réagit la société par rapport soit à ce manque, par rapport à cette difficulté de prise de la contraception, et particulièrement les jeunes? La société est traversée par différents courants. Nous sommes dans la même situation au niveau du Maghreb. Il n'y en a pas un qui soit plus avancé que les autres, je pense, concernant le travail que font les islamistes dans notre société. Et c'est pour ça que nous sommes entre deux courants, les conservateurs, les modernistes, trois courants, et les islamistes. Les jeunes, comment réagissent-ils? Bien, ils réagissent en essayant de casser les tabous. Soit ils s'en vont, c'est des haragas, ils s'en vont, ils prennent le bateau pour venir en Europe parce qu'ils pensent trouver une liberté, soit la liberté est à arracher dans nos pays. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. En tout cas, en Algérie, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de se trouver un espace de liberté qu'ils se créent eux-mêmes en essayant de braver les tabous. Les homosexuels s'organisent. Les jeunes, quand ils doivent sortir, et même s'ils se font ramasser par la police et la gendarmerie, ils continuent de sortir. La contraception, elle ne leur est peut-être pas donnée gratuitement, mais ils s'arrangent à l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme santé, sida, et les préservatifs sont distribués. Et ça, ce n'est pas pris en compte. Ça aussi, il faut aller vers ce que nous donne une enquête, la réalité d'une enquête. Ce n'est pas évident que nous ayons les bons chiffres. Donc moi, je veux bien vous dire tout va bien en Algérie, mais je dis aussi, parce que je suis société civile, je vais vers cette alerte rouge pour dire, faisons attention. Et les jeunes sont là, en tout cas, ont d'autres démarches que nous, militantes, peut-être de l'ancienne génération. Ils ont d'autres démarches et ils prennent des contours que nous n'avons pas pris nous-mêmes. Ils parlent plus de la libre disposition du corps et de l'avortement que nous l'avons fait, nous, à notre époque. Il y a des choses que nous n'avons pas, nous, en tant que féministes, en tout cas en Algérie, pas développées à notre époque. Et eux le développent aujourd'hui. Donc il y a cette réalité qui est celle de dire aujourd'hui les jeunes, les féministes, les jeunes, même les garçons, se mettent de la partie. Et je pense que c'est ce qui va sauver, en tout cas, notre pays pour aller vers plus de démocratie. Parce que nous sommes en train de construire une démocratie en Algérie, mais aussi au Maghreb. Et elle n'est pas encore réelle. Pourquoi elle n'est pas réelle? Parce qu'il y a aussi les conditions économiques, ça, il ne faut pas l'oublier. La démocratie ne se construit pas comme ça, tout simplement parce qu'elle est politique et parce qu'on va dire « Ah oui, il y a une alternance de pouvoir ». Ce n'est pas vrai. Il y a les conditions économiques qui font qu'il faut de l'argent pour la contraception en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Et si on ne l'a pas, il n'y a pas de contraception et on revient vers le traditionnel, les méthodes traditionnelles, et c'est ce qui va faire en sorte que les femmes auront plus d'enfants. Ça, il faut se poser la question. Il ne faut pas tout simplement dire oui, la contraception existe, oui, la pilule se vend. Oui, elle se vend chez nous. Tout le monde y a accès. Mais qui y a accès? Des gens qui ont de l'argent. Même si l'État en donne, même si l'État distribue gratuitement cette contraception, il n'est pas évident que toute la population y ait accès, parce qu'il y a encore des comportements conservateurs. Mais nous avons foi en cette jeunesse qui, en tout cas, n'a pas posé les problèmes, et particulièrement la libre disposition de son corps que nous n'avons pas posé nous-mêmes à notre époque.
eux le posent aujourd'hui et je crois que j'ai foi en ces jeunes-là. Alors merci. Merci, on va clore cette table ronde et cette séance de questions-réponses. Merci encore à toutes pour vos témoignages.